Je ne sais pas comment intituler le titre de ma conférence, mais en entrant ici, j'ai trouvé le titre possible, Le temps dévoile-t-il la vérité, au sens que c'est la peinture du haut de l'escalier. Vous pouvez la revoir en sortant. C'est en effet le problème d'affronter le passé, c'est-à-dire que le passé n'est pas mort, qu'il est présent dans le présent et qu'il agit dans ce cadre. Mais il faut d'abord voir que le passé n'est pas homogène en tant que tel. Il existe dans le présent grâce à de nombreuses modalités. Le passé dans le présent, du point de vue humain, est constitué de la coexistence de plusieurs générations. Traditionnellement, on peut en donner 4 sur un siècle, ce qui fait que moi, par exemple, à l'âge déjà canonique que j'ai bien fréquenté dans mon enfance et dans ma jeunesse les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Donc maintenant que nous sommes au XXIe siècle, j'ai encore des pieds, des connaissances avec le XIXe siècle, des gens qui ont connu le XIXe siècle. Et en effet, même si officiellement il reste encore, je crois, au monde un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, un Australien, c'est un monde qui apparaît révolu et maintenant c'est les contemporains de la Seconde Guerre mondiale qui sont en train de disparaître. Il suffit de regarder les rubriques nécrologiques des journaux pour s'en rendre compte. Donc ce passé est d'abord représenté par ce qu'on appelle le vécu de plusieurs générations. Ce vécu est lui-même fort hétérogène. Il se présente comme un amalgame de faits concrets et personnels et d'événements collectifs. J'appartiens à une classe d'âge qui est encore capable de se dire ce qu'il était en train de faire quand on a annoncé l'assassinat du président Kennedy. Et j'avais 9 ans. Et aujourd'hui, tout le monde ici est capable de dire ce qu'il était en train de faire le 11 septembre 2001. Dès lors, ce qui définit l'étendue d'une classe d'âge n'est autre que le passé partagé comme une expérience vécue, comme une expérience collective. Les Français d'aujourd'hui qui ont un souvenir vécu de la guerre d'Algérie ou de mai 1968 diffèrent de ceux pour qui ce passé n'est pas vécu, mais simplement transmis. Les enseignants d'histoire connaissent bien cette situation, puisque quand ils exposent une histoire récente qu'ils ont vécue, ils ont parfois du mal à se rappeler que leurs jeunes auditeurs peuvent tout simplement ne pas être nés au moment des événements rapportés dans leur cours. Le vécu est souvent présent sous forme d'association du personnel et du collectif. La représentation artistique du passé, en particulier dans les domaines cinématographiques ou théâtraux, ne se trompe pas quand elle signifie une époque par une musique, une chanson, un décor, un habillement. Ce sont tout ça des marqueurs du passé. En général, tout le monde connaît ces marqueurs et les arts de la représentation ont ainsi constitué un véritable code que les décorateurs et metteurs en scène utilisent en multiples variations. Mais le vécu peut être aussi l'émergence dans le présent d'une émotion brute qui ressurgit brusquement à l'occasion d'une association entre un élément présent et un passé dont le rappel n'a pas été demandé. C'est le fameux effet Madeleine de Proust. Pour des Français ayant vécu la Seconde Guerre mondiale comme mes parents,
Quand ils entendaient certaines intonations de la langue allemande, ça faisait brusquement revivre en eux des souvenirs ou des images oubliées parce que non recherchées. Ce temps gelé existe aussi de façon plus étendue quand les événements passés présentent un fort engagement personnel qui a pu devenir un élément constitutif de la personnalité et de l'identité et qui est resté comme tel. Dès lors, la distance temporelle s'abolit et on retrouve dans le présent un ancien présent devenu passé mais vécu comme présent. On a pu s'en rendre compte lors des procès renvoyant à des décennies en arrière, comme les procès Touvier ou Papon. Souvent, dans les témoins, rapportant les faits de l'époque, mais ayant vécu cette époque, déjà 50 ans en arrière, brusquement, dans la narration, dans le vocabulaire, dans l'atmosphère, on voyait réapparaître des éléments intacts d'un passé pourtant daté de plusieurs décennies. Pour que le temps soit gelé, il faut qu'il soit spontané, affectif, voire traumatique, et qu'il ne soit soumis à aucune reconstitution postérieure. Il n'en reste pas moins que l'on peut appréhender le présent qu'en lui donnant du sens. Et le sens que nous donnons au présent s'inscrit toujours dans une continuité avec le passé. Le même événement aura un sens différent pour ses protagonistes dans la mesure où leur passé diffère. Le passé structure les interprétations que l'on donne au temps présent. Le même événement n'a pas la même signification si l'on appartient à un groupe dont l'identité se construit par la rémémoration des preuves ou au contraire quand l'événement nouveau est ressenti comme premier et non l'élément d'une chaîne. Ainsi, dans un groupe humain ayant connu des persécutions, une violence nouvelle s'inscrit dans une chaîne de répétition, alors que la même violence n'aura pas la même répercussion pour une collectivité, entre guillemets, plus ordinaire. C'est par exemple l'affaire Halimi, qui a une dizaine d'années, comme c'était des gens, la victime était juive, ça a renvoyé à un traumatisme historique beaucoup plus fort que si la victime n'avait pas été juive pour la même atrocité. Mais l'avenir change aussi le sens de l'événement une fois que celui est devenu du passé. Telle expérience ressentie d'une certaine façon dans son immédiateté verra son sens modifié, reconstruit, dans la mesure même où son déroulement trouve son explication dans la suite des événements. Ce qui avait été perçu comme secondaire peut devenir essentiel, et ce qui était alors la principale préoccupation peut être minoré, voire disparaître dans l'oubli. Il en est ainsi lors du développement d'une crise majeure. Les événements resteront dans la mémoire, alors que les motivations initiales disparaîtront, puisque ce qui compte, c'est le sens que l'on a donné aux événements. La révolte vendéenne en 1793 est liée à des circonstances économiques et sociales, mais comme elle s'est structurée sur un discours catholique et royaliste, elle est devenue, pour la mémoire même des acteurs et de ceux qui ont succédé, comme un soulèvement catholique et royaliste. Le passé, même vécu, est ainsi soumis à un travail de reconstruction et de sélection qui, contrairement au temps gelé, appartient moins au domaine de l'affectif, de l'émotionnel, et plus à celui de la réflexion intellectuelle. Dans la littérature mémorielle, c'est ce qui oppose la notation instantanée en principe du journal à la reconstruction des mémoires rédigées, même si, en général, les mémoires passent par le retour aux documents du moment. Les mémoires d'actes restent ainsi des documents de première importance, dans la mesure où ils apportent un sens organisateur à des événements qui n'ont pas été ressentis nécessairement dans leur déroulement originel. Cette reconstruction et cette sélection postérieure doivent être par ailleurs reprises dans l'analyse comme produit d'un second temps distant du premier. Le travail du mémorialiste informe tout autant sur le passé décrit que sur le moment où la rédaction se déroule. Assez curieusement, on peut trouver du passé gelé
à l'intérieur du passé reconstruit sous forme de notations et d'informations auxquelles le narrateur n'a pas pu donner de sens. C'est parce qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé qu'on voit que c'est du temps gelé et pas de la reconstruction. En général, la reconstruction se constitue sous forme de chronologie porteuse d'éléments d'organisation et aboutissant à un récit continu. Sinon, les souvenirs épars donnent une vision contradictoire du passé. L'ancien combattant peut tout aussi bien évoquer le patriotisme qui l'a animé dans l'épreuve que la coercition qui s'est exercée sur lui pour le maintenir au feu. C'est également vrai car il évoque deux moments ou deux aspects différents de ces épreuves et les historiens ont du mal à discerner lequel est l'élément dominant. On peut dire que tout individu procède au même travail que celui de l'historien, puisque comme lui, il prédit le passé, c'est-à-dire qu'il lui donne une cohérence rétrospective. Le passage des générations implique celui du passé vécu au passé transmis, à ceux qui sont venus après, à ceux qui n'ont pas été des contemporains des faits. La première forme de transmission est celle qui concerne la famille et les proches. À l'exception de la rédaction de souvenirs dont l'entourage est le premier destinataire, la transmission aux proches est en général discontinue et fragmentaire, mélange de passé gelé et de passé reconstruit. Dans une direction, elle alimente un roman familial destiné aux générations suivantes. Dans l'autre, elle est le produit de la pression des proches qui veulent savoir ce qui s'est passé auparavant. Souvent, la transmission saute une génération, allant des grands-parents aux petits-enfants. Des choses peuvent et doivent être tues, quitte éventuellement à créer des secrets de famille qui peuvent peser sur les générations suivantes. Des éléments matériels peuvent accompagner la transmission, objets ou documents d'époque. Dans certains cas, cela peut être la trace physique d'une blessure ou d'une atteinte corporelle. Les souvenirs, paroles et objets constituent ainsi l'élément premier de la transmission aux proches. C'est une relation personnalisée et cette forme de connaissance d'un passé renvoie à un groupe de gens appartenant à une même classe d'âge appelée génération, elle-même définie par le partage d'un passé commun. Par exemple, ceux que l'on connaît qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, ainsi de suite. La transmission personnalisée est indissociable des autres formes de transmission. Il y a d'abord la transmission collective d'un groupe social, d'autant plus forte que sa cohésion est grande et que le passé constitue un élément majeur de son identité. La commémoration devient un élément structurant, surtout si le passé se révèle tragique et si les autres traits d'union tendent à perdre de leur puissance. Ainsi, la rémémoration de la Shoah devient un élément de cohésion dans le monde juif, alors que la pratique religieuse pourrait être un facteur de division. La relation avec Israël, qui serait perpétuellement en danger d'être anéantie, renouvelle en permanence la marque de la Shoah. Ce qui unit les Arméniens est la célébration de la catastrophe de 1915, plus qu'une culture arménienne qui, dans certains pays occidentaux, n'est plus que résiduelle. L'identité protestante en France s'appuie beaucoup sur le souvenir des persécutions d'Ancien Régime. La classe ouvrière avait son histoire, celle des mouvements ouvriers, qu'elle ne partageait qu'en partie avec le reste de la société. De façon générale, la transmission collective d'un passé spécifique est le propre d'un sous-groupe à l'intérieur de la société et l'élément constitutif d'une subculture qui, pour le reste, fonctionne au rythme général de la culture dominante de la société. Le propre d'une subculture est d'avoir une approche différenciée du présent parce que son passé est spécifique par rapport à celui de l'ensemble de la société. Quand on intègre un groupe, on s'approprie son passé comme signe d'appartenance. C'est le cas des partis politiques, mais aussi des cultures d'entreprise quand cette dernière a une histoire déjà longue. On parle ainsi des grands ancêtres. Un légendaire propre au groupe se constitue. Par rapport à un ensemble d'événements, plusieurs subcultures peuvent s'affronter parce qu'elles représentent
des protagonistes. Ainsi, le souvenir de la guerre d'Algérie en France oppose les pieds noirs, les émigrés algériens, les anciens combattants. Chaque groupe a ses récits, ses douleurs, ses accusations. Comme ces groupes sont inégalement répartis sur le territoire, on a donc des variations géographiques importantes du souvenir. Il peut se produire le fait qu'une subculture peut réussir partiellement à faire de sa sélection du passé un élément général de la perspective mémorielle de la société globale. Ainsi, la vision ouvrière de la Commune de 1871 est devenue la référence pour cet événement, y compris pour des groupes sociaux actuels qui seraient fort loin d'approuver la réitération d'un tel soulèvement. Les revendications mémorielles contemporaines se fondent sur la volonté d'un groupe de faire de sa mémoire propre un élément de la mémoire générale. On le voit aujourd'hui, par exemple, dans la volonté d'inscrire la mémoire de l'esclavage des Noirs dans la mémoire générale de l'histoire française, alors que la version précédente du roman national n'en faisait que peu de mention. L'intégration des immigrés, des descendants d'immigrés dans la société française passe par l'incorporation de leur histoire dans l'histoire générale de la France. On a ainsi le sentiment d'être reconnu dans l'appartenance à un ensemble plus grand. Mais il ne faut pas que cela paraisse forcé. Au-delà, il existe la transmission officielle qui est l'œuvre de la société générale et de l'État. Cela va de l'ensemble des manifestations de commémoration, dont certaines s'inscrivent dans un calendrier annuel, 14 juillet, 11 novembre, 8 mai, tandis que d'autres prennent la forme de rendez-vous, centenaire, cinquantenaire, centenaire, bicentenaire, etc. On assiste ainsi à un redoublement du passé sous forme de rappel de devoirs de mémoire. Le passé est ainsi présent sous forme d'objet de l'époque, aussi bien que sous forme de rappel postérieur à l'époque. Nom de rue, de lieu, statue, monument commémoratif, etc. Là encore, il faut éviter des associations qui n'auraient pas de sens pour les contemporains des faits. Faire d'Alexandre Dumas le représentant d'émancipation des Noirs, voire de la libération de l'esclavage, comme il y a actuellement sur la place du Général Quatroux dans le 17e arrondissement, est une pure absurdité du point de vue historique. Il s'agit en général d'une forme de culte civique qui célèbre l'histoire nationale avec ses inclusions et ses exclusions. Il n'existe pas de traces commémoratives de Robespierre à Paris, mais vous en trouvez dans l'ancienne banlieue rouge. Marmont est le maréchal absent du boulevard des Maréchaux parce que c'est le traître. Le but est de maintenir et de renforcer la cohésion nationale en célébrant l'histoire nationale avec ses héros et en perpétuant la condamnation des traites et des diviseurs. Légende dorée et légende noire sont les éléments constitutifs de la mémoire nationale, appelée aussi roman national. Le résultat est la multiplication des lieux de mémoire, dont la plus grande part appartient à la transmission officielle, même si la transmission collective peut se doter de ses lieux propres, comme le mur des fédérés au Père-Lachaise, pour le mouvement ouvrier, ou les multiples souvenirs vendéens. Des récupérations sous forme de reconnaissance nationale peuvent se produire. Le 1er mai ouvrier est devenu la fête officielle du travail pour l'État et la Saint-Joseph Charpentier pour l'Église catholique. Tout le monde oublie que le 1er mai a été d'abord une manifestation de syndicalistes américains à Chicago. Les lieux de mémoire, propres aux transmissions collectives et officielles, sont l'équivalent des souvenirs de la transmission personnalisée et jouent le même rôle. Le patrimoine dans sa globalité a une importance au moins égale en tant que témoignage qu'en tant que valeur artistique. Un ensemble qui a perdu sa finalité première peut conserver une valeur patrimoniale, voire acquérir une définition artistique ou esthétique. C'est le cas, par exemple, d'installations industrielles déclassées. Elles peuvent justement devenir des monuments classés.
Dans certains cas, la mémoire officielle refuse d'évoquer tel épisode ou telle version des faits que les souvenirs transmis, eux, continuent de porter au sein des familles et qui peuvent ressurgir brusquement. Quand Marc Fereau faisait son émission Histoire parallèle, dans les années 1990 sur Arte, il a eu un abondant courrier sur les bombardements américains de 1944, dont il était presque tabou à l'époque de parler. Maintenant, aujourd'hui, les historiens ont travaillé sur les bombardements de 1944, qui ont fait des milliers de victimes dans la société française. Mais encore dans les années 90, la mémoire officielle était hostile à cette rémémoration. Toutes ces formes de transmission présupposent une continuité de l'évocation entre le passé célébré et le présent d'aujourd'hui, même si cette évocation a sa propre histoire avec sa variation. Le mode d'emploi des historiens d'aujourd'hui comprend non seulement la description, interprétation de l'élément passé choisi, mais aussi l'histoire de ces interprétations, soit l'historiographie, et aussi histoire des commémorations. Si critique au sens de remise en cause il y a, il est moins dans la reconstitution de l'objet d'étude que dans l'inventaire des interprétations définies alors comme fautives. On sent parfois chez l'historien d'aujourd'hui un sentiment discret de supériorité par rapport à ses prédécesseurs, alors qu'il devrait surtout en tirer un enseignement sur la relativité de son propre travail. Au-delà de la transmission, il existe un passé inventé, celui de l'invention de la tradition. C'est un passé reconstruit, même s'il peut s'appuyer sur des éléments objectifs. Il est souvent d'ordre généalogique et est censé expliquer le présent en renvoyant à des qualités permanentes du groupe humain. Successivement, les Français ont eu pour ancêtres les Troyens, c'est l'histoire de Francus, puis les Gallo-Romains, face aux Francs germaniques du XVIe au XVIIIe siècle, et enfin les Gaulois à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Le XIXe siècle, dans l'ensemble du monde, a été un moment particulièrement fertile d'invention de la tradition, parce que les progrès des sciences historiques, archéologiques et linguistiques ont fait découvrir d'immenses pans du passé jusque-là inconnus ou tout simplement soupçonnés. Les Européens se sont ainsi dotés d'une généalogie dite indo-européenne, renvoyant une protohistoire largement inconnue, et on n'a jamais réussi à faire coïncider les données linguistiques avec les données archéologiques. L'orientalisme et l'archéologie ont fourni aux peuples colonisés des passés prestigieux, dont certains étaient inconnus des intéressés. Les Cambodgiens ignoraient l'existence d'Angkor avant que les archéologues français s'y mettent. Des millénaires d'histoires supplémentaires ont été ainsi rajoutés à une histoire dont la vocation était de devenir nationale. Assez souvent, l'invention de la tradition va de pair avec une laïcisation du monde et la constitution d'une religion nationale dotée de sa propre mythologie. Les progrès de la science historique ne peuvent en général rien face à cette mythologie collective. Ainsi, les recherches actuelles remettent en cause l'existence même d'un peuple gaulois, qui ne serait que la dénomination imposée par les conquérants romains aux populations qu'ils ont soumis. Autrement dit, les Gaulois n'auraient pas existé, et même probablement les Celtes non plus. Mais ça n'empêche pas que vous avez toujours nos ancêtres les Gaulois, Astérix, et toutes les invocations au celtisme. Affronter le passé, c'est affronter la souffrance passée. Cette souffrance peut être celle que soi ou son groupe a subie, mais aussi celle que l'on a commise. Cette situation est particulièrement forte dans la confrontation de deux ou plusieurs groupes humains. On peut alors devenir prisonnier de son passé et être pris dans une logique de répétition. Mais la logique de répétition ne se maintient que si l'on reste dans le même cadre mental, le même horizon de pensée qui a été celui du passé de violence. Les grands drames du XXe siècle sont des exemples particulièrement pertinents à cet égard, d'autant plus que le XIXe siècle, au moins en Europe, a été relativement pacifique et que les principales commémorations alors n'étaient pas celles de la souffrance, mais celles de la gloire guerrière, sauf peut-être la mémoire royaliste
de la Révolution française, qui était une mémoire souffrante. On a donc une image d'une certaine forme de guerre sans haine, plus ou moins réelle, plus ou moins affectée pour le XIXe siècle. On affrontait moins un ennemi diabolique qu'un adversaire loyal, et la guerre était limitée par nature, les sociétés se refusant à une mobilisation totale de leurs ressources et de leurs énergies. On préférait évoquer le panache de l'épopée napoléonienne plutôt que le terrible déchaînement de la terreur révolutionnaire et l'élan donné par la levée en masse de 1792-1794. La guerre franco-prussienne de 1870-1871 clôt cette époque et annonce l'émergence des haines nationales. Dans ce siècle relativement sans violence allant de 1815 à 1914, les seules guerres de destruction de sociétés et de populations civiles sont les guerres coloniales, avec la quasi-extermination d'une bonne part des Indiens d'Amérique, et la sanglante brutalité de la conquête de l'Algérie. Quand on définit comme barbare son ennemi, c'est pour le traiter de barbare, de façon barbare. En Europe, seuls les conflits balkaniques se rapprochent des violences de masse, mais les contemporains n'étaient pas nécessairement prêts à admettre que les balkaniques étaient des Européens. La Première Guerre mondiale a été celle de la diabolisation de l'ennemi dans un contexte où la souffrance des combattants a atteint un point inimaginable. La figure de l'ennemi, qui n'est plus l'adversaire, devient alors l'essentiel. C'est celui qui commet toutes les abominations et par conséquent contre qui tous les moyens sont légitimes, y compris les plus abominables. Les puissances libérales justifieront ainsi l'implacable blocus qui frappe les populations civiles des puissances centrales, de l'Allemagne à l'Empire ottoman. La construction de la figure de l'ennemi se nourrit tout autant de la réalité des faits. Les partis en présence commettent de nombreux actes assimilables à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité, que par le bourrage de crâne des propagandes qui déshumanisent et dévalorisent l'ennemi. Ce dernier prend la forme d'une incarnation du mal absolu. Il est essentialisé. On a alors recours au passé pour dresser un catalogue des abominations que l'ennemi actuel a commis à travers l'histoire. L'observateur extérieur a l'impression d'assister à une guerre de 1000 ans, que c'est le passé qui condamne le présent, alors que c'est l'inverse qui est en train de se produire. Pensez par exemple aux écrits littéralement stupides de Bergson ou de Lavis sur l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale, pour voir combien la haine de l'ennemi a été portée sur le passé de l'ennemi. Les images diffusées sur le moment par la presse et les informations cinématographiques montrent des cadavres, mais sont ceux de l'ennemi. Les morts dans son propre camp peuvent être nommés tombés au champ d'honneur, mais ne sont pas généralement montrés. La haine que l'on éprouve pour l'ennemi est le moyen de supporter sa propre souffrance. La valeur de la cause justifie les terribles sacrifices qu'on est conduit à faire pour la patrie et pour la cause. La victoire devient une fin ultime qui justifie tous les moyens, et la révolution qui suit la guerre adopte à son tour la violence totale comme instrument politique, avec la même diabolisation de l'ennemi. Cette diabolisation est transplantée dans l'ensemble du passé, avec la définition de l'ennemi héréditaire. La sinistre conséquence, c'est que l'on cherche à détruire l'ennemi non pas parce qu'il a fait, mais parce qu'il est. Cela peut être aussi bien un groupe ethnique qu'une classe sociale. Ils ne sont pas et ne peuvent pas être innocents, entre guillemets. Il s'ensuit le paradoxe que si la souffrance collective atteint des niveaux inconnus jusque-là, la commémoration de la guerre reste nationale et guerrière, au sens où le combattant reste le personnage central, comme le montre la multiplication des monuments aux morts par lieu ou par institution. Ce qui restera de la France du XXe siècle, dans quelques siècles, du point de vue archéologique, ce sont ces milliers de monuments aux morts de la guerre de 14.
Seule la littérature et l'art expriment la souffrance des corps, mais rappellent la solidarité nostalgique du groupe combattant et les actes héroïques qui l'honorent. L'ancien combattant, moins équipé pour exprimer son expérience, s'en tient à son « plus jamais ça », repris par les pacifistes. Si les psychiatres et les premiers psychanalystes découvrent la névrose de guerre ou névrose traumatique, il n'en reste pas moins que les gens ne s'écoutent pas autant que le feront les générations suivantes. En Europe de l'Ouest, la mortalité de la guerre touche essentiellement les combattants. En revanche, de la Baltique à la Méditerranée, la guerre s'étend au-delà de 1918 et les massacres de populations civiles allant jusqu'au génocide deviennent presque la norme. Ces épisodes ont fait des millions de morts qui, sans qu'ils soient niés proprement dit, sont peu commémorés et n'entrent pas réellement dans la conscience universelle. Il en est de même pour les victimes de la Révolution russe. Des esprits lucides et bien informés peuvent dénoncer les millions de morts sous Lénine et Staline. Ils sont accusés de bourrage de crâne et parlent plutôt dans le désert. On est alors dans le refus de savoir et non dans l'ignorance involontaire des faits. La Seconde Guerre mondiale sera dans l'ensemble moins éprouvante pour les combattants, à l'exception de ceux du front de l'Est, les chefs militaires ayant tiré les leçons du conflit précédent. En revanche, la stratégie des belligérants est de faire des populations civiles la cible quasi privilégiée de la guerre totale. Il en est de même pour l'industrialisation des génocides. Encore en 1945, le culte collectif porte sur le combattant, le résistant, le militant. La victime est admise, mais passe au second rang, et dans le meilleur des cas, les morts civiles sont assimilées aux morts combattants pour la patrie. Par rapport à l'ennemi vaincu, on est dans une logique de revanche et de représailles. Cette violence poussée à l'extrême et ce culte du combattant sont caractéristiques de la culture de guerre telle qu'elle s'est développée autour des deux conflits mondiaux. Ces traits distinctifs sont la posture du combattant et de son double, le militant, et la figure de l'ennemi déshumanisé contre qui tous les moyens, même les plus inhumains, sont légitimes. Une fois la guerre ouverte, tout est permis au nom du principe du moindre mal. C'est un mal de bombarder une agglomération urbaine, mais le gain militaire obtenu en termes d'affaiblissement de l'ennemi est plus important. Cette logique a eu son couronnement avec les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, qui ont permis une économie, entre guillemets, de pertes humaines qui se serait produite si la guerre avait continué. Seule la dissuasion a interdit l'usage des armes chimiques de combat, mais au moment le plus noir de ces défaites, de 1940-41, la Grande-Bretagne a bien songé à les utiliser. Le principe dit de proportionnalité, c'est-à-dire l'adéquation entre les moyens utilisés et les buts recherchés, est en général ignoré dans une situation de guerre totale, car outre la destruction de l'objectif visé, on cherche aussi à atteindre le moral de la société ennemie. Les Britanniques parlaient ainsi de moral bombing pour justifier la destruction des agglomérations allemandes au-delà de l'anéantissement de l'infrastructure industrielle de l'ennemi. La guerre du désert en Afrique du Nord, entre 1941 et 1943, a été présentée par les deux parties comme une guerre sans haine, à la mode du XIXe siècle, d'où la légende de Rommel. Mais les commandements allemands et britanniques se sont alors rapidement inquiétés de la facilité pour leurs troupes de se laisser faire prisonnières. Il faut de la haine pour que l'armée tienne. L'existence des régimes démocratiques dans les deux conflits mondiaux n'a nullement atténué la violence des coups portés à l'ennemi. À Nuremberg, on jugera les responsables nazis exclusivement sur des chefs d'inculpation pour des types d'actes que les alliés occidentaux n'ont pas commis. Ainsi, les bombardements aériens de populations civiles ou la guerre sous-marine à outrance seront des crimes de guerre qui ne seront pas évoqués puisque les alliés les ont aussi commis. Les guerres de décolonisation entretiennent la culture de guerre car elles sont souvent extrêmes dans leur usage de la violence et dans la négation de l'humanité de l'ennemi,
avec la multiplicité des coups portés aux civils. Les colonisateurs définissent leurs adversaires comme des combattants illégaux pour lesquels les principes humanitaires des conventions de la guerre ne s'appliquent pas. C'est parce qu'ils sont des hors-la-loi qu'on ne leur applique pas les lois de la guerre. Les combattants de libération nationale pratiquent eux aussi une guerre totale et justifient par l'oppression subie l'usage de la violence dite terroriste que certains intellectuels de renom vont jusqu'à définir comme libératrice, voire thérapeutique. Voir la célèbre préface de Sartre aux damnés de la terre de Frantz Fanon. Ces terribles violences sont aussi la continuation des guerres coloniales, qui bien souvent n'ont été chevaleresques que dans la seule vision de lui-même du héros colonial. Le fait même que les métropoles ne sont que marginalement touchées par ces événements le montre bien. Alors que le système colonial est plongé dans la guerre, les métropoles sont en train d'entrer dans la société de consommation. En revanche, dans la logique de la dissuasion réciproque de la guerre froide, les métropoles sont en permanence soumises à la menace de l'extermination nucléaire. Dès lors, la seconde moitié du XXe siècle occidental va connaître une décroissance régulière de la culture de guerre et l'élaboration symétrique d'une culture de paix. L'élaboration d'une culture de paix est à la fois le produit de l'action consciente des acteurs politiques et du mouvement lent de travail des sociétés sur elles-mêmes. Pour l'Europe, la géopolitique a joué un rôle essentiel. Le rideau de fer et les pactes militaires ont gelé la situation territoriale et l'accession à la société de consommation a détourné les esprits. La culture de paix passe évidemment par la nécessité d'affronter le passé dans le but d'en éviter la répétition. L'exemple franco-allemand est le meilleur exemple d'une action politique consciente. L'intention proclamée est de faire disparaître la figure de l'ennemi, ici qualifiée jusque-là d'héréditaire, à travers le dépassement des antagonismes grâce au projet européen. La volonté d'éviter une répétition de la guerre et les nécessités géopolitiques de l'après-guerre expliquent ce choix. S'y ajoutent progressivement des intérêts économiques de plus en plus importants. Si le moteur apparaît nettement politique, les ambitions premières d'un traité comme celui de l'Élysée du 22 janvier 1963 sont de nature stratégique dans le domaine de la défense, mais ces ambitions politiques sont rapidement déçues. En revanche, ce qui a pu apparaître comme secondaire à l'origine, l'action culturelle au service de la coopération entre les deux peuples, s'est montré nettement plus durable. C'est le troisième point du texte, après les affaires étrangères et la défense, celui de l'éducation de la jeunesse, chargé d'aller dans le sens de la compréhension mutuelle par la multiplication des échanges. L'important dans cette entreprise a été que ses promoteurs avaient vécu la seconde et, pour un certain nombre d'entre eux, la Première Guerre mondiale. Il ne s'est jamais agi pour eux de nier le passé, leur vécu leur interdisait. Il fallait rendre hommage à ceux qui s'étaient battus, mais sans que le poids du passé influence négativement sur l'avenir. Quelques mois après le traité de l'Élysée, c'est le 20e anniversaire de la Libération et l'entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon. La charge émotive se trouve ainsi déplacée grâce au biais idéologique qui permet l'élaboration d'un nouveau récit. On a combattu les Allemands dans une perspective de retour à la guerre sans haine du XIXe siècle. Les crimes commis l'ont été par les nazis, ennemis non plus ethniques, mais expression de l'idéologie quand elle arrive aux extrêmes du mal. Le nazisme étant souvent considéré, selon la terminologie de gauche, comme étant une forme plus poussée d'un phénomène plus général désigné comme étant le fascisme, l'antifascisme devient la référence de tout combat pour le bien et contre le mal. On passe ainsi du temps gelé auto-reconstruit à l'intérieur d'une même génération. Or, dans le même moment historique où s'impose la réconciliation franco-allemande, commence le basculement historique de la culture de guerre vers la culture de paix, qui se traduit par l'effacement lent de la posture du combattant et son remplacement par celui de la victime. C'est dans le même temps que les crimes contre l'humanité
c'est-à-dire ceux qui ont été essentiellement commis contre des civils en tant que civils, deviennent imprescriptibles en droit. Au départ, il s'agissait de pouvoir punir les nazis sans toucher à la réconciliation franco-allemande. Mais on prenait ainsi acte de la reconnaissance croissante de l'existence des victimes qui, de secondaire dans la mémoire collective, allaient progressivement occuper la première place. L'imprescriptibilité des crimes enferme son auteur dans une contemporanéité de ses actes, et ceci jusqu'à sa mort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons encore des procès de gens qui ont 95 ou 96 ans pour avoir été des gardiens dans des camps de concentration. Il s'ensuivra un douloureux examen de conscience de la part des Français qui, à partir des années 1970, devront admettre, dans le cadre d'une procédure juridique, que certains d'entre eux ont été bien, sinon des auteurs, au moins des complices de crimes contre l'humanité. Le changement de génération qui devient marquant dans les années 1970, trop souvent confondu avec les 68 ans, signifie d'abord le passage du vécu gelé ou reconstruit au passé transmis. La transmission officielle se voulait être celle de la mémoire combattante incarnée en France par la résistance et la France libre. On a souvent noté chez les 68ards une volonté de réplication du discours de la résistance tout en étant la contestation d'une classe politique souvent issue de cette résistance, doublée d'un attachement réel à la réconciliation franco-allemande, considéré comme un fait irréversible. Le slogan « Nous sommes tous des juifs allemands » ainsi que l'appel à une résistance populaire le montrent bien. Cette logique de répétition est largement aussi de l'ordre de la bouffonnerie, comme le marque le slogan CRSSS, et rappelle une constatation déjà fort ancienne de Marx lui-même sur les républicains de 1848. L'histoire se répète, mais quand elle se répète, c'est de façon bouffonne. Dans un second moment, le procès fait à la génération précédente passe par un rejet de la vision résistentialiste d'un peuple combattant au profit d'une vision d'une France composée de collabos ou de lâches attentistes, comme le montre l'impact d'un film comme Le Chagrin et la Pitié. Le déclin ensuite de la posture du combattant se traduit par l'abandon de la voie révolutionnaire au profit d'une action humanitaire au service exclusif des victimes. C'est la naissance des French Doctors et la montée en puissance des organisations non gouvernementales. Le refus du combat n'est pas un rejet de l'héroïsme. Être présent comme humanitaire dans un conflit est même défini comme une autre forme de courage, peut-être supérieure. La révélation du passé n'est pas sa négation. Les historiens définissent maintenant la période 1914-1945 comme étant la guerre civile européenne, terme qui aurait bien surpris les protagonistes, à quelques rares exceptions, qui ont voulu se mettre au-dessus de la mêlée comme Romain Rolland. Il est évident que cet anachronisme volontaire renvoie à la construction européenne postérieure qui a changé l'interprétation des événements, mais non leur réalité. L'Allemagne est maintenant associée à la commémoration du débarquement de Normandie, alors qu'elle en était longtemps interdite. La célébration de l'héroïsme cède lentement la place à une vision réaliste de la violence, du champ de bataille et à la souffrance des combattants. Les soldats de la Seconde Guerre mondiale connaissent la même évolution décalée que ceux de la Grande Guerre. Ils sont en passe de devenir des victimes. On le voit très bien si vous comparez Le jour le plus long à Il faut sauver le soldat Ryan. On voit comment la transformation mémorielle se produit. Néanmoins, la mise à distance de l'héroïsme et l'insistance sur la violence conduisent à l'incompréhension des motivations. Tel a été le cas de l'Europe au lendemain des guerres de religion. La crise de conscience européenne des années 1690-1715, engendrée par le rejet de la violence d'inspiration religieuse des guerres dites de religion, transforme l'obligation de croire en nécessité du doute. La culture de paix contemporaine passe par la même négation des motivations de l'âge des extrêmes du 1er XXe siècle. Le combattant lui-même n'est plus célébré en tant que combattant, mais en tant que victime souffrante. À la limite, il n'apparaît plus être mort pour la patrie, mais mort à cause de la patrie. Le stade ultime de cette évolution est le déplacement de la sacralité des événements.
Verdun, au moins du côté français, a été vécu comme un acte d'héroïsme sacré de défense du territoire, comme en témoigne le terme de voie sacrée accordé à la route de ravitaillement continu des combattants dans la bataille. Le centenaire de la bataille, c'est-à-dire dimanche prochain, voit Français et Allemands commémorer ensemble non l'absolu de mourir pour la patrie, mais l'horreur qu'inspire la mort de masse qui abolit la différence entre les combattants pour les unir dans le statut de victime. On est dans une autre sacralité que celle du siècle précédent. Renan, dans Qu'est-ce qu'une nation, évoquait l'oubli, voire l'erreur historique, comme facteur essentiel de la création d'une nation. Les exemples qu'il utilise, la terreur avec laquelle la France du Nord s'est imposée au Midi, au XIIIe siècle ou à Saint-Barthélemy, montrent qu'il s'agit moins d'oubli que de désarmement du passé. Les faits sont connus, voire même encore portés par certains groupes, mais ils n'affectent que peu le présent. Ce passé est passé, car il est peu porteur d'émotions et d'actions dans le présent. C'est un état de fait et non un facteur de mobilisation. Le mouvement occitan au XXe siècle a été un régionalisme pratiquant allègrement l'invention de la tradition, car la continuité ou la transmission historique est peu démontrable entre le XIIIe et le XXe siècle. Le catharisme a été redécouvert par le biais d'une émission de télévision. Les protestants ont eu une mémoire vive des guerres de religion, mais ils ne vont pas reprendre les armes contre les catholiques d'aujourd'hui. Pourtant, une part du passé reste toujours aussi présente et semble ne pas vouloir passer. Ce passé apparaît comme une gelée alors qu'il est référentiel. Toute violence extrême est alors réinterprétée comme répétition d'un nazisme qui n'est plus le produit d'un temps ou d'un lieu, mais la figure universelle du mal qu'il faut toujours combattre. On le voit dans les discours tenus en Europe de l'Ouest et en Amérique lors de l'effondrement de la Yougoslavie, en particulier à propos de la Bosnie et du Kosovo. Toute atrocité contemporaine est réinterprétée en fonction d'un nazisme intemporel. La lutte contemporaine contre l'islamo-fascisme est l'exemple parfait de la bouffonnerie de la répétition signalée par Marx. C'est particulièrement sensible aussi dans le débat intellectuel des années 1990, où après l'effondrement du mur de Berlin se pose la question de l'équivalence du nazisme et du communisme, à partir du moment où la référence fondamentale est celle du nombre des victimes et des processus d'extermination, et non plus celle des motivations ou du projet. De même, les historiens de la Première Guerre mondiale délaissent massivement la perspective combattante et font des soldats des victimes d'une brutalisation plus globale de la société et de la Grande Guerre, la matrice de tous les totalitarismes. Le travail de la société sur elle-même a ainsi mis la victime au premier plan. L'État français a été plus que réticent à admettre cette évolution, surtout sous la présidence de François Mitterrand, dernier de sa génération à exercer une responsabilité politique de premier rang. Il a été réservé à Jacques Chirac de faire le pas décisif en reconnaissant officiellement la responsabilité de l'État français dans ses crimes contre l'humanité durant la Seconde Guerre mondiale. Les grandes institutions comme l'Église ou les ordres professionnels enchaînent alors les actes de repentance. La reconnaissance officielle ne suffit pas à arrêter l'avalanche de procès en réparation et de démonstrations de repentance, comme si le processus de victimisation avait pour corollaire implacable celui de judiciarisation, marquant ainsi la supériorité morale du temps présent sur le temps passé. Condamner le passé, c'est se montrer moralement supérieur aux générations précédentes, et la repentance, loin d'être un exercice d'humilité, est une preuve d'excellence morale. La rétroactivité juridique va jusqu'à définir la destruction des Arméniens en 1915 comme un génocide et la traite et l'esclavage des Noirs comme des crimes contre l'humanité. On projette ainsi sur un passé plus lointain des concepts juridiques indissociables de la culture de paix du second XXe siècle. En dehors du fait que des collectivités actuelles peuvent légitimement prétendre descendre des victimes, on ne voit pas pourquoi l'on ne pourrait pas continuer à élaborer un catalogue des crimes contre l'humanité depuis la plus haute antiquité, y compris par des votes parlementaires, d'autant plus que les assemblées d'aujourd'hui semblent s'être dotées d'une compétence universelle sur le passé, au nom d'un devoir de mémoire.
L'autre risque est la perpétuation de la souffrance au nom de l'impératif du devoir de mémoire. Loin d'effacer la souffrance par un travail de deuil, l'exigence de se souvenir se transforme en transmission générationnelle et en amplification au moins apparente de la charge émotionnelle à fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'événement fondateur. On passe ainsi des associations de victimes aux associations d'enfants et de descendants des victimes. S'il est évident que le survivant d'atrocités est victime de traumatismes forts, qu'en est-il de la souffrance transmise ? En caricaturant volontairement le trait, on passerait de l'ennemi héréditaire au traumatisé héréditaire. Cela va sans dire que le combattant victime de la première moitié du XXe siècle a atrocement souffert, d'abord corporellement, faim, froid, blessures, douleurs, tortures, et ensuite psychologiquement, névrose de guerre, appelée aujourd'hui stress post-traumatique. Mais ce n'est pas le cas des détenteurs de la souffrance transmise. Les associations de victimes du terrorisme sont moins composées de gens ayant été directement exposés au terrorisme que de parents proches de personnes tuées dans les attentats. Il en est de même pour les associations de victimes d'un accident collectif, par exemple un accident d'avion. En cela, la France est loin d'être seule. C'est un phénomène global qui touche l'ensemble du monde occidental, voire au-delà, avec naturellement des formes plus spécifiques à chaque pays. Ce qui semble se dégager partout est un véritable culte de la souffrance avec exigence de réparation symbolique et matérielle. On a pu ici voir la traite atlantique des Noirs du XVIe au XIXe siècle être assimilée au nazisme et recevoir la même exigence de réparation. Il en a été de même pour les Amérindiens lors du 5e centenaire de la découverte de l'Amérique. Les États-Unis, volontairement absents de la scène européenne des années 1930 et qui n'ont rien fait pour limiter l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis, se posent comme étant les anti-munichois d'aujourd'hui et se dotent d'un musée de l'Holocauste à Washington, dont l'inauguration a lieu en 1993. Il faudra attendre 2004 pour l'ouverture d'un musée consacré aux Amérindiens, dont la vocation est plus culturelle que commémorative. Les nationalistes hindous du BJP évoquent l'Holocauste que les musulmans auraient commis en Inde. Les défenseurs de l'anti-impérialisme assimilent la colonisation au nazisme pour arriver finalement à faire de ce dernier un élément au moins équivalent à la première. Comme dans l'ensemble de l'ordre judiciaire, la sanction est de plus en plus vue comme une réparation en faveur de la victime et non comme une punition de l'acte commis. L'exigence porte à la fois sur la reconnaissance de l'acte et la compensation matérielle dont on attend aussi une valeur symbolique réparatrice au nom d'un deuil que l'on semble incapable par ailleurs d'accomplir. La thérapie s'enfonce dans un traitement qui ne semble pas avoir de fin. Paradoxalement, c'est quand on supprime l'exigence de condamnation, punition et réparation que la thérapie peut sembler fonctionner. La commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud a permis aux victimes de dire publiquement ce qu'elles ont vécu et de comprendre ce qui s'est passé sans qu'aucune peine ne soit énoncée. Pour être amnistié, il fallait au moins en droit ne dissimuler aucun crime commis pour des raisons politiques, sinon ce seraient des crimes de droit commun. L'exigence de vérité permet d'établir le vouloir vivre ensemble sans procéder à d'autres condamnations que morales et à d'éventuelles réparations matérielles. L'efficacité de cette thérapie ne concerne que les détenteurs de la souffrance vécue et non de la souffrance transmise. Les ayants droit des victimes n'ont pas le droit d'amnistier les coupables. On aboutit ainsi à une compétition entre groupes dans l'ordre de la souffrance et de la réparation. La victimologie impose à tous de souffrir du même mal absolu et intemporel qui est devenu le nazisme. C'est la caractéristique actuelle de la question de Palestine. Le juif qui est redevenu homme et acteur de l'histoire en prenant les armes, ou le palestinien qui ne pouvait libérer sa patrie que par la lutte armée, se transforme à leur tour en victime. Les images de chaque camp se centrent sur l'ostentation de la victime avec une insistance particulièrement obscène sur les cadavres d'enfants, ce qu'auparavant on ne montrait jamais, et chaque partie traite l'autre de nazi. Dès le début de l'Internet, en 1990, un certain Goldwyn a posé la loi qui porte son nom. Plus une discussion dure, plus il est probable que l'on arrive à une assimilation à Hitler et au nazisme. On a ainsi inventé le pseudo-latinisme de la reductio ad Hitlerum,
Le remède proposé est de poser que l'apparition d'une réduction ad Hitlerum doit mettre fin au débat dont il ne sortira plus rien de pertinent. On a aussi créé le point Goldwyn, un point donné aux participants qui aura permis de premier de vérifier la loi de Goldwyn en venant mêler Hitler, le nazisme ou toute idéologie peu flatteuse à une discussion dont ce n'est pas le sujet. Comme il n'existe pas de loi équivalente pour les victimes du communisme, on perçoit bien la différence de perception entre les deux totalitarismes. Le premier ordre de distinction appartient à l'intentionnalité supposée, un bien-être universel pour le marxisme-léninisme, un bien-être particulier pour le nazisme. Le second ordre est l'appartenance au mal. Un ancien communiste passé un anticommuniste est célébré, même si son caractère n'a pas vraiment changé. Un ancien nazi reste pour l'éternité un nazi, car avoir été nazi est imprescriptible et devient une sorte d'appartenance à vie. Il suffit de voir les procès périodiques faits à des personnalités connues, pour ce qui peut être considéré comme des errements de jeunesse, entre guillemets. On ne met pas le stalinisme sur le même plan que le nazisme, parce que le premier a permis de battre le second. Un ancien stalinien n'est pas contemporain de ses crimes, contrairement à un ancien nazi. Nous sommes des contemporains permanents d'Hitler, mais non de Staline. La loi de Goldwyn permet de démontrer les dérives de la concurrence des victimes et son obscénité intrinsèque. L'Holocauste Shoah est devenu l'élément de référence par rapport à toutes les autres atrocités de l'histoire, et on va se quereller pour savoir si tel génocide est plus atroce que la Shoah. Cela n'a pas de sens. Un enfant mort reste un enfant mort, quel qu'en soit le contexte historique, qu'il soit victime de la famine ukrainienne du début des années 1930 ou l'enfant du ghetto de Varsovie. Il ne peut être une unité de mesure. La critique de la loi de Goldwyn est qu'elle conduirait à rejeter toute comparaison pertinente entre les violences de masse. Elle a sa part de vérité, mais il faut bien prendre conscience que les indications numériques, soit en valeur absolue, nombre de victimes, soit en valeur relative, pourcentage du groupe concerné détruit, ne peuvent être prises comme des unités de mesure de la souffrance, parce qu'une telle unité de mesure n'existe pas et ne peut pas exister. En revanche, ce qui entre en compte est la proximité relative de la victime par rapport à celui qui parle. Un Européen est naturellement plus sensible à des massacres européens qu'à des atrocités chinoises. La question de l'unicité du phénomène est un non-sens du point de vue des sciences historiques. Par définition, tout ensemble historique est unique parce qu'il ne s'est produit qu'une fois, même s'il peut exister des compulsions de répétition. Néanmoins, il contient en lui des traits similaires à d'autres ensembles, ce qui permet de constituer des idéotypes. La Shoah est un événement unique, mais constitue l'une des références de la constitution du concept de génocide. L'oubli officiel n'est pas non plus une solution. Il est impossible dans les sociétés libres puisque les groupes concernés ont la possibilité de s'exprimer. Napoléon avait interdit de parler de la Révolution française. Il s'en est suivi un déchaînement mémoriel après 1815 et une compulsion de répétition des régimes politiques. Dans les systèmes autoritaires, l'oubli officiel gèle le temps. Il en a été ainsi dans la Yougoslavie de Tito. L'ordre autoritaire a maintenu souterrainement par l'interdiction d'en parler la culture de guerre en voie de disparition dans l'Europe démocratique. Quand le régime communiste s'est effondré, on est comme revenu un demi-siècle en arrière, comme si la seconde Yougoslavie n'avait été qu'une simple parenthèse. La Pologne communiste interdisait d'évoquer le pacte germano-soviétique, mais la société civile en transmettait clandestinement le souvenir. Même si le pur idéal scientifique serait celui d'une recherche pure de la vérité pour la seule vérité, en quelque sorte l'assouvissement d'une pulsion de savoir, il faut admettre qu'il existe un rôle social pour des sciences sociales, ne serait-ce que parce que leur existence correspond à des exigences de la société et de l'État. Elles en sont en quelque sorte la version scientifique de la mémoire pour l'histoire. Les historiens sont les premiers exposés par nature à la confrontation avec le passé. Au XIXe siècle, ils se considéraient à tort ou à raison comme les éducateurs de la société, puisque leur récit constituait le cadre du discours national. Dans la première moitié du XXe siècle, ils ont largement participé à la mobilisation des esprits dans la définition de la figure de l'ennemi, barbare permanent à travers l'histoire.
Assez curieusement, les postmodernes américains, qui voient l'histoire comme un agrégat de récits conflictuels et autistes, ont une vision anachronique et dépassée de la situation actuelle des historiens. Ils ont un certain nombre de décennies de retard et prennent souvent leur exemple dans la littérature historique du XIXe siècle. En un sens, le discours de l'école des Annales, à partir de Braudel, peut être interprété, grâce au recours aux structures et à la longue durée, comme une fuite devant un tel rôle social au prix d'un abandon de l'histoire du XXe siècle, à l'exception notoire de Marc Ferraud, mais il était un franc-tireur. Les historiens des Annales s'interrogeront ainsi gravement en 1968 pour savoir si les structures sont dans la rue et ne prendront que tardivement le train en marche du retour aux événements. Ils tenteront ensuite de se faire passer pour les organisateurs d'un mouvement dont ils n'ont pas été les instigateurs. Tape sur les collègues. Aujourd'hui, les historiens sont pour beaucoup d'entre eux des promoteurs d'une victimisation rétrospective du passé, comme le montre l'évolution de l'historiographie de la Première Guerre mondiale ou de certaines écoles d'histoire coloniale. On voit ainsi la multiplication des livres noirs, catalogues des abominations commises dans le passé et pièces d'un procès contre des crimes révolus. Si la prescription ne doit pas faire disparaître les crimes commis, elle autorise néanmoins l'arrêt des poursuites. À force d'accuser le passé, les historiens sont rattrapés par le processus de judiciarisation et sont appelés par les tribunaux à comparaître comme experts. L'État, l'institution, voire les particuliers, leur demandent de se constituer des commissions d'enquête sur tel ou tel sujet douloureux. Par exemple, les biens juifs confisqués durant la Seconde Guerre mondiale. Ils peuvent être ainsi convoqués comme témoins experts par les tribunaux. Ils sont alors mis en position délicate, car la science historique contemporaine ne s'intéresse qu'au collectif, l'individu n'étant analysé qu'en tant que représentant de groupe, valeurs, comportements, logique d'appartenance, et non en tant que sujet individuel responsable, alors que c'est ce dernier qui intéresse l'institution judiciaire. L'argumentation en tant que représentation collective apparaît alors généralement dans l'ordre judiciaire comme étant domaine des circonstances atténuantes ou parfois aggravantes, participation à une institution jugée dans sa globalité comme criminelle, c'est le cas par exemple de la SS. Il n'en reste pas moins que ce rôle social n'est pas sans créer des problèmes majeurs d'ordre éthique. Le besoin de savoir ne doit pas se transformer en posture d'accusateur, voire en juge ou en jury. Si à la rigueur on peut assimiler l'historien à un juge d'instruction qui instruit à charge et à décharge, il n'est pas là pour effectuer le reste de la procédure judiciaire. Dans la mesure même où toute compréhension du passé passe par le cadre du présent, l'historien doit non seulement prendre en compte l'univers mental de la période passée, ici la culture de guerre et la posture du combattant, mais aussi son propre univers, ici la culture de paix et la posture de la victime, la judiciarisation et la concurrence des victimes. C'est probablement la seconde partie de la démarche qui lui est plus difficile, car elle implique un effort d'assesse sur lui-même. Il est plus facile de se mettre en empathie avec les autres d'un autre temps qu'avec le soi-même d'aujourd'hui. L'explication par les circonstances est aussi ancienne que l'histoire de la violence. Il suffit de voir le débat au XIXe siècle sur la Révolution française et la terreur. On oppose ici un projet d'ordre idéologique de construction d'un homme nouveau en rupture avec l'histoire à une force des choses, selon l'expression de Saint-Just, qui mène l'acteur à commettre des actes qu'il n'avait jamais envisagés auparavant. La terreur aurait été une nécessité imposée par une situation de guerre civile et de guerre étrangère, et non pas par un projet politique. On transpose ainsi cette problématique dans l'histoire de l'Union soviétique. Aujourd'hui, le recours aux sciences sociales permet d'affiner la compréhension et d'évoquer des processus plus que des responsabilités, mais comprendre est trop souvent appréhendé comme excusé, et malheureusement, j'ai encore entendu récemment un Premier ministre le sortir, voire justifié aux yeux des victimes et de leurs descendants ou des ayants droit. Le discours des historiens devient alors intolérable pour ceux qui sont détenteurs de la souffrance vécue et de la souffrance transmise qu'ils ont sacralisée. Ces détenteurs ne sont pas là pour apprendre, mais pour recevoir un discours de restitution de la souffrance, une sorte de réplication du passé. La compulsion de répétition ne peut accepter une analyse en termes de sciences sociales qui apparaît comme froide, désincarnée, voire méprisante.
Le blasphème d'aujourd'hui n'est pas d'outrager la religion ou la nation, mais la souffrance des victimes, qui est maintenant de plus en plus une mémoire transmise. La démonstration en est fournie par les lois contre le négationnisme, véritable loi contre le blasphème. Certains musulmans rejettent l'existence d'un droit d'expression absolu en montrant que les Occidentaux peuvent caricaturer le prophète, mais ont des lois contre le négationnisme. On est bien là dans l'ordre du blasphème. Dans leur volonté de comprendre pourquoi et comment les violences de masse ont été commises, les historiens apparaissent comme des profanateurs du culte accordé aux victimes. Face à ce malaise récent dans leur profession, les historiens doivent infiniment respecter la souffrance contenue dans leur objet d'étude, mais ne doivent pas être là pour être les garants des récits de la souffrance, ce qui exige d'eux les détenteurs de cette souffrance. Ce que l'on peut attendre d'eux est de ne pas se poser en avocat exclusif des victimes, comme ils l'ont été auparavant les avocats des combattants. Il leur faut probablement rechercher à mieux discerner les mouvements globaux des sociétés qui dépassent en un sens le cadre de l'humain, tout en s'attachant à prendre en compte le contenu parfois trop humain de l'histoire des groupes et des sous-groupes que constituent les sociétés. Tout en respectant l'objet d'étude et en refusant de se poser comme moralement supérieur à un passé qui doit être compris, ils doivent conserver au nom de la justice même le devoir d'être critiques, de refuser en particulier l'enfermement que constitue la concurrence des victimes. Paul Ricoeur l'a dit excellemment, je cite, « Il est un privilège qui ne saurait être refusé à l'histoire, celui non seulement d'étendre la mémoire collective au-delà de tout souvenir effectif, mais de corriger, de critiquer, voire de démentir la mémoire d'une communauté déterminée, lorsqu'elle se replie et se referme sur ses souffrances propres, au point de se rendre aveugle et sourde aux souffrances des autres communautés. C'est sur le chemin de la critique historique que la mémoire rencontre le sens de la justice. Que serait une mémoire heureuse qui ne serait pas aussi une mémoire équitable ? Je vous remercie.